Merci à tous d'être présents. Aujourd'hui, on va vous présenter Lumel, donc un très rapide topo sur Perfect Site. Donc, on est une société spécialisée dans la valorisation de la donnée et plus spécifiquement dans l'EPM, donc dans tout ce qui est pilotage de la performance. On est partenaire de plusieurs éditeurs et aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter Lumel. Lumel, c'est une solution qui permet de saisir dans Power BI. Bonjour, Donc, bonjour. excusez-moi, j'aurai 5 minutes de retard. Il n'y a aucun souci. On démarre tout doucement, hein. Ok, parfait. Bah, j'arrive dans 5 minutes. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et du coup, donc, je vous disais, pardon, que Lumel permettait de saisir dans Power BI. Donc, on va pouvoir profiter de toute la modélisation qui est faite de toutes les fonctionnalités de Power BI et d'adosser finalement euh, un moteur de calcul et de la saisie surtout qui va vous permettre de faire vos scénarios et vos budgets dans cet outil de BI que beaucoup d'entre vous connaissent. Et donc, je laisse la main à Asma qui va vous présenter ça et qui va assez rapidement rentrer dans la démo. Bonjour à tous. Je suis Asma, consultante senior chez Perfect Site. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble deux solutions proposées par Lumel, Writeback Matrix et Editable. Donc, ces deux solutions permettent d'ajouter une couche de saisie directement dans Power BI pour transformer vos rapports en véritables outils interactifs. Donc, je vais commencer par vous présenter quelques slides pour vous introduire les deux concepts InfoRiver Writeback et Editable, puis nous passerons à une démonstration concrète de chaque solution. Je ne vous entends pas, mais si vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire via le chat. Je ne pourrai pas les voir directement, mais Shirley est avec moi et elle pourra m'interrompre si nécessaire. Donc, je En vais commencer. effet, je Excusez-moi, confirme. Oui, Oui. avant de commencer, est-ce qu'on peut enregistrer la réunion, s'il vous plaît? Il y a une euh, possibilité? oui, tout à fait. La réunion est en cours d'enregistrement. Par contre, ce que je vous demanderai, de manière à ce que on puisse gérer les questions au fur et à mesure, c'est vraiment de couper les micros et de mettre vos questions sur le chat. Et puis moi, je les lirai à Asma au fur et à mesure. Comme ça, on va pouvoir quand même dérouler la démo et pas trop perturber le scénario, si ça vous convient. Et puis à la fin, s'il y a encore des questions, évidemment, là, on pourra tous ouvrir le micro et échanger de vive voix. Ok, parfait. Je vais commencer par InfoRiver Writeback. C'est une solution de reporting et d'analyse avancée intégrée à Power BI qui permet aux utilisateurs de créer des rapports interactifs et performants sans avoir besoin de coder. Elle offre des fonctionnalités avancées pour la visualisation des données, la planification, la budgétisation, les prévisions, ainsi que la collaboration grâce aux commentaires et à la mise à jour des données en temps réel. InfoRiver Writeback se distingue par une interface intuitive sans code qui est adaptée aux utilisateurs métiers, des capacités de reporting enrichies, donc des tableaux croisés dynamiques, des exportations avancées, une sécurité et une gouvernance de bout en bout avec plusieurs niveaux de contrôle d'accès, une alternative aux outils comme Excel pour la gestion des données et des précisions. Et pour Editable, donc c'est un éditeur de table sans code qui est conçu pour permettre aux utilisateurs professionnels de créer et de gérer les données de référence, les dimensions et les tables plates directement dans Power BI. Les principales fonctionnalités d'Editable incluent donc la création et la gestion de données. Les utilisateurs peuvent créer des tables à partir de zéro, importer des données depuis des fichiers CSV Excel et gérer les données de référence et les tables plates. Il permet aussi l'édition en temps réel. Donc, Editable permet l'édition en direct des données, y compris l'insertion, la mise à jour et la suppression de lignes, avec des capacités d'édition en masse et de recherche-remplacement. Il permet aussi l'intégration avec diverses plateformes de données, donc il prend en charge des plateformes telles que Azure SQL, Microsoft Fabric, Snowflake, Databricks, etc. Et enfin, la gouvernance et la sécurité des données. Donc, il offre des contrôles d'accès au niveau des colonnes, des lignes, des journaux d'audit détaillés et les workflows d'approbation qui sont personnalisables pour assurer une gestion sécurisée et conforme des données. Donc là, on va passer à la partie démo. Pour ceci, je vais juste euh, désactiver ma caméra pour avoir plus d'espace
pour l'écran. Donc, est-ce que vous voyez mon écran qui est connecté sur Power BI Desktop? Shirley, tu me confirmes si c'est Oui, bon? c'est OK. OK. Donc, je suis actuellement connectée à Power BI Service. Donc, voici le déroulé prévu pour la démo. Donc, je commencerai par une présentation d'un rapport de vente réalisé avec Power BI. Après, je passerai à une partie de prévision forecast qui est élaborée à l'aide de InfoRiver Writeback, toujours dans Power BI et en s'appuyant sur un modèle de données de Power BI. Donc, nous débuterons par la prévision des ventes. Puis nous analyserons le coût des ventes, nous poursuivrons avec la prévision des salaires, suivi de celle des dépenses d'exploitation, donc OPEX. Toutes ces informations seront ensuite consolidées dans le compte de résultat PNL. Après, nous réaliserons une démo de l'outil éditable en illustrant donc la gestion de la dimension produit. Enfin, nous conclurons notre présentation avec un tableau de bord récapitulatif, compte de résultats. Donc, je vais commencer par le premier tableau de bord de vente. Donc, ce premier tableau de bord permet d'analyser les performances commerciales donc, sur l'année 2024, par exemple. Donc, sur la partie gauche, donc, j'ai une section de filtre interactif qui permet de sélectionner la période, qui est 2024 ici, ainsi que la catégorie de produits. Donc, toutes les données ici proviennent directement du modèle de données Power BI. Donc, en haut du tableau, on retrouve trois indicateurs clés qui sont mis en avant. Donc, le chiffre d'affaires qui est en baisse de 25% par rapport à la période précédente, la marge qui suit une tendance similaire, et enfin, le coût des ventes qui est également en recul. On retrouve donc toutes ces alertes visuelles sont particulièrement utiles parce qu'elles permettent d'identifier en un clin d'œil, en un coup d'œil, pardon, les points de vigilance. Au-dessous, on retrouve donc quelques graphiques qui permettent donc d'approfondir l'analyse. Donc, ce premier graphique permet de suivre donc la tendance des ventes. On observe une évolution qui est assez irrégulière avec un pic qui est en octobre. Ce deuxième graphique permet de mettre en évidence en parallèle les ventes et les quantités. Donc, ce croisement d'indicateurs est très utile pour comprendre si, par exemple, la baisse de chiffre d'affaires est liée à un volume moindre ou à bien une évolution de prix de vente. Et on a aussi une vue consolidée, si vous voulez, des ventes, des COGS, d'un coût de vente et de la marge mois par mois. Et à la fin, on retrouve donc la répartition des ventes, que ce soit par catégorie de produits ou sous-catégorie de produits. Donc là, je vais passer à la partie donc forecast, qui est faite avec InfoRiver Writeback, Matrix. Donc ici, je retrouve mes catégories de vente et sous-catégories de vente. Je retrouve aussi mon historique de vente et de quantité et prix unitaire 2024 qu'on a vu dans le dashboard suivant. C'est juste pour vous montrer. On est dans Power BI et donc on retrouve le modèle de données, si vous voulez, de Power BI, mais on peut faire de la saisie. Donc mon objectif ici, c'est de faire donc de la prévision de mes ventes. Je peux la faire donc sur le niveau année, comme je peux descendre carrément pour faire cette saisie mois par mois. Donc, je vais me contenter de faire une saisie sur le niveau année. Donc, je peux la faire par catégorie ou sous-catégorie de produits. Je peux carrément comparer mes données de forecast avec mon réel pour ajuster ma saisie. Donc, je prends l'exemple de cette sous-catégorie SOC. Donc, je décide de saisir un prix unitaire qui est de, donc je descends juste un petit peu, de 200 € par exemple. Donc, j'ai la possibilité de ventiler cette valeur-là sur les mois selon plusieurs méthodes. Donc, soit je décide de distribuer cette valeur d'une façon uniforme, ou je peux carrément appliquer une tendance, sachant bien que comme il s'agit d'un prix, donc j'ai défini ça comme une moyenne pondérée. Donc, tout ce que vous voyez, par exemple, sur la catégorie closing, c'est une moyenne pondérée de tous les prix saisis sur toutes les sous-catégories en tenant compte des quantités forecastées. Donc, je vais choisir cette option. Je vais aussi saisir donc une quantité. Donc, je peux dire que je vais faire une quantité donc, de 5000.
Donc, le prix, ou plutôt les ventes sont calculées en automatique. Pour les quantités, comme il s'agit d'une quantité, en fait, une saisie normale, il n'y a pas de moyenne pondérée derrière. Donc, j'ai plus d'options pour la ventilation de ma quantité sur les mois. Donc, je peux la distribuer ou la ventiler d'une façon uniforme. Je peux appliquer une tendance, comme je peux carrément récupérer la saisonnalité de ma quantité 2024. Donc, je peux utiliser la saisonnalité de mon historique pour ventiler ma quantité sur donc les mois. Donc, je peux par exemple juste me contenter de la première option. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce que si je décide d'augmenter le budget global, si vous voulez, de la catégorie closing pour atteindre les 15 000, je peux carrément verrouiller la cellule SOC pour qu'elle ne soit pas impactée par ce changement. Donc, je vais augmenter le budget global sans toucher à la catégorie SOC. Donc, je peux faire ça ici. Donc, attends juste que ça s'actualise. Je pense que ici c'est bloqué. Ah, pardon. J'étais justement, je vais faire juste entrer. Ok. Donc si je reviens là, ok. Donc je vais choisir verrouiller la cellule. Donc là, je vais augmenter le budget global pour atteindre les 15 000 unités. Je fais entrer. Et donc là, je vois que les 15 000 sont bien répartis sur l'ensemble des sous-catégories sans toucher à la catégorie SOC. Donc, bien sûr, mes ventes sont calculées en automatique. Donc, une fois que ma saisie est terminée, je peux donc mettre un commentaire pour dire que saisie effectuée. Je peux aussi mettre une date ici de fin de saisie, donc qui est 4 juillet. Et je peux aussi donc valider mon workflow. Donc là, j'ai défini un workflow qui est sur 2 étapes. Donc un niveau, une étape manager approval et une étape directeur. Donc vous avez la possibilité donc d'ajouter plusieurs types ou plusieurs niveaux de validation de workflow. Et pour chaque niveau, vous avez la possibilité d'identifier une personne qui sera notifiée pour valider l'étape en question. Donc là, je vais valider la première étape, donc approved. Et la deuxième étape qui concerne le directeur passe directement à InReview. Donc le directeur reçoit une notification par mail pour lui indiquer que donc la sous-catégorie SOC a été validée, plutôt a été saisie et validée par le manager. Et à son tour, il va valider la deuxième étape. Donc, une fois que la saisie est finalisée, donc l'étape suivante, c'est d'enregistrer toutes les données saisies vers une destination pré-paramétrée. Donc, c'est ce qu'on appelle l'option write back. Donc, l'administrateur donc s'occupe de créer ces destinations, qui peut être une base de données PostgreSQL, SQL Server, Databricks. Donc, pour mon cas, c'est une base de données PostgreSQL. Donc, je finalise ma saisie et j'enregistre. Donc ici, je vais plutôt aller là pour avoir plus d'options. Et je vais créer, je vais plutôt enregistrer. Elle est où? Je ne la vois pas, Lightback. Euh, elle est où? Elle est où? Elle est là, là, on trouve. Il y a eu une mise à jour. Je pense qu'il y a eu une mise à jour. Je vais juste actualiser histoire de voir si ça va. Il y a eu une mise à jour qui a fait que je ne retrouve pas toutes les options. Oh, mais c'est bon, elle est là. Donc, j'attends juste que les données s'affichent. Donc, oui. Donc, j'ai bien mes 15 000 saisies. Elle était juste là. Elle est- Ah, c'est bizarre. Je la voyais juste à l'instant. Hmm. Hmm.
Visa. Je vais réactualiser. C'est parce que je suis pas connectée. Normalement, si. Hold. Et elle est là. Oui, elle est là. Donc, c'est l'option, comme je l'ai dit, Write Back. Donc, cette option permet donc d'enregistrer toute ma saisie vers donc, la destination qui est pré-paramétrée. Donc, pour vérifier donc, que ma saisie a été bien enregistrée, j'ai le tableau de bord, le dernier tableau de bord où on va consolider toutes les données forecastées ou saisies. Donc, je vais vous montrer sur ce tableau de bord qu'on récupère bien le total qui est de 12 millions sur les ventes forecast. Donc, pour faire ceci, je vais passer donc, au tableau de bord. Donc, je reviens juste à l'affichage d'avant et je vais passer au tableau de bord PNL à la fin. Sur ce tableau de bord, donc, on retrouve toujours la partie filtre. On retrouve aussi donc, toutes les données. C'est là où on intègre, si vous voulez, les données réelles qu'on a vues sur le premier dashboard, donc les données réelles de vente, et les données saisies, que ce soit sur la partie vente qu'on vient de voir ou sur les parties suivantes qu'on va voir juste après. Donc, on retrouve des indicateurs tels que la marge, les operating expenses, le profit, le net profit. On peut aussi comparer notre actuel avec forecast mois par mois. On peut aussi suivre donc l'évolution des coûts entre le forecast et l'actuel mois par mois. On peut carrément vérifier donc le total de revenus par catégorie. Et sur ce tableau, on peut vérifier donc pour tous les types de comptes, que ce soit les comptes de coûts ou les comptes de vente ou COGS, donc le total forecasté, donc tout en bas ici. Donc je vais juste actualiser mes données. Donc ici, on retrouve bien le total des ventes, des forecasts, pardon, et ça permet de vous montrer que on a bien cette connexion qui est directe. Donc je saisis mon forecast, j'enregistre dans ma destination préparamétrée et je vérifie que mes données sont bien récupérées dans un dashboard Power BI fait à 100% dans Power BI. Donc, je vais passer par la suite pour la partie COX, donc tout ce qui est coûts liés directement au produit. Donc, pareil, toujours la même logique. Je peux saisir mes coûts unitaires, soit catégorie par catégorie ou sous-catégorie. Je peux aussi le faire sur le total année ou sur mois par mois. Donc ici, la quantité est récupérée en automatique grâce à InfoBridge. InfoBridge permet de se connecter à différentes sources externes. Donc je vais prendre cette sous-catégorie, par exemple, short. Donc je vais saisir un coût unitaire qui est de 100 euros. Donc, le coût est calculé en automatique. Ce qui est bien aussi avec InfoRiver, c'est qu'on peut mettre des commentaires ligne par ligne, mais on peut aussi mettre des commentaires par cellule. Donc, pour ajouter le commentaire, je peux cliquer sur cette icône. Je peux carrément taguer des personnes de mon organisation pour qu'elles valident, par exemple, certaines saisies. Donc, je vais taguer Alexandre Laurent. Je peux lui dire, peux-tu valider cette saisie? Donc, Alexandre va recevoir une notification par mail. Il pourra être redirigé vers ce rapport pour répondre à cette notification. Et ça forme comme un chat qui est vraiment lié à chaque cellule. Et on peut toujours retrouver l'historique de toutes les conversations qui sont liées cellule par cellule. Je peux Alors, aussi... Asma, excuse-moi, je te Oui. coupe. Donc, Mhm. on a une personne qui nous demande si on peut appliquer un pourcentage de pondération dans les prévisions. Ça, c'est ce que je vais montrer juste après. Donc, c'est ce que je vais montrer dans la création des scénarios. Donc, par défaut, vous êtes sur un scénario de base, mais vous pouvez créer beaucoup de scénarios avec l'option Créer scénario. Donc, vous choisissez le nom, qu'est-ce que vous voulez garder comme indicateur. Donc, pour moi, je vais garder juste les coûts avec les quantités forecastées
et les COGS. Donc, je vais retirer toutes les autres colonnes pour ne garder que ces trois indicateurs. Donc, ça, unit cost, quantité forecastée, et je retire le reste. Je peux aussi garder, du coup, mon scénario, je vais le faire sur quelle période? Donc, pour moi, ça sera du janvier à décembre 2025. Donc, je clique sur créer et ça me génère, du coup, ça me crée plutôt une feuille juste à côté où je peux faire donc toutes mes saisies pour voir l'impact de toutes ces saisies sur le global et décider de garder ou pas cette saisie. Et pour faire ma saisie ici, tout à l'heure, on était sur un mode type distribution. Donc, je choisis comment je veux distribuer ou ventiler ma valeur sur les niveaux, que ce soit moi ou sous-catégorie. Par contre, je peux aussi avoir un truc simulation où je peux appliquer des pourcentages. Donc, par exemple, sur le coût qui concerne la sous-catégorie short, je peux augmenter donc ce coût-là de 45%. Et ce qui est intéressant ici, c'est que toutes les valeurs qui ont été impactées par ce changement-là, en fait, il y a une colonne variance qui s'affiche juste à côté. Donc, le fait d'augmenter le prix unitaire le coût unitaire, pardon, de 45% de la catégorie short, ça a impacté le total COGS, ou le total de coût d'une augmentation de 1%. Donc, cette variance pardon, est utile pour voir l'impact de tous les changements sur le global et nous permet par la suite de garder ou pas cette saisie. Donc, c'est une option qui est vraiment intéressante dans InfoRiver Writeback. Donc, pareil, une fois que la saisie est validée, donc j'approuve la première partie, le premier niveau de validation, donc le deuxième aussi qui est concerné par le directeur, et j'enregistre les données pardon, dans la destination Writeback directement paramétrée. Donc, on passe à la partie forecast des salariés. Donc ici, j'ai intégré juste quelques employés avec leurs fonctions, date de début, date de fin et salaire initial. Ici, l'objectif, donc, c'est de calculer ou de saisir tout ce qui est coût lié directement aux salariés, qui sont les salaires. Donc, je peux effectuer ou attribuer une augmentation à un salarié avec une date de début d'augmentation. Donc, si je décide pour le salarié, par exemple, pour ce salarié, d'affecter ou de lui attribuer plutôt une augmentation de 15%. Donc, je vais dire donc, une augmentation de 15% qui démarre, donc je peux dire en août, par exemple. Donc, le 1er août. Donc là, vous voyez déjà que le new salary a bougé. Donc, au début, il était à 42 500. Là, il est passé à 46 000. Je peux aller carrément vérifier si l'augmentation a été bien attribuée à partir de août. Donc là, il était à 3 300 de janvier à juillet et il passe à 3 800 à partir d'août. Donc mon calcul ou mon augmentation a été bien attribué. Et bien évidemment, pour chaque étape, pour que les données soient enregistrées, je dois valider le workflow. Parce que ma condition, en fait, vous pouvez, oui, c'est ce que j'ai oublié de préciser, c'est que pour envoyer les données, si vous voulez, vers la destination préparamétrée, vous pouvez définir des conditions parce que vous ne voulez pas enregistrer à chaque fois toutes les données. Et dans mon cas, en fait, ma condition, c'est que le workflow doit être validé sur les deux niveaux. Donc, si le workflow n'est pas validé sur les deux niveaux, donc les données ne seront pas enregistrées dans la destination préparamétrée. Donc, pareil pour les OPEX. Donc je peux faire la même chose. Donc, j'attends juste que... Donc, vous allez voir ici que j'ai une colonne plutôt salaire qui est affichée en bas. Cette colonne est alimentée en temps réel par la planification des salaires. Donc, tout ce que j'ai saisi ici comme salaire pour tous les salariés est consolidé et récupéré directement ici dans la ligne salaire pour avoir en fait le total coût salaire. Et cette donnée est récupérée via InfoBridge, comme pour les quantités forecastées que j'ai montré tout à l'heure dans l'écran COGS. Et ça, c'est grâce à InfoBridge, qui est un service d'intégration, comme je l'ai dit, de données, qui permet de récupérer les données depuis des sources externes en temps réel. Donc, pareil, donc, je peux saisir tous mes comptes de coûts, donc mois par mois ou sur le niveau année.
Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on a une option d'audit qui est juste là, qui permet, si vous voulez, là pour le moment, je peux faire une modification juste pour vous montrer. Donc, je peux passer ce total à 10 000, qui permet de tracer, si vous voulez, toutes les options ou toutes les modifications qui ont été effectuées. Donc, je vais cliquer, qui ont été effectuées dans le rapport. Donc, qui a fait quoi? Parce que je n'ai pas enregistré, je pense. Oui, c'est parce que je n'ai pas enregistré. Je peux aller carrément vous montrer ça dans l'écran salarié. Donc, il est juste là. Donc, oui. Donc là, je viens d'effectuer une augmentation de salaire, donc le 4/7 à 10h55. Donc, je vois que ça a été effectué par mois, la date, current value, previous value, si jamais il y a une valeur précédente. Donc, l'augmentation est de 15%. Donc, la colonne concernée, est-ce que c'est du insert, du update ou du delete? Ça dépend de la nature de l'action. Donc, ça permet de tracer vraiment toutes les actions qui sont effectuées dans le rapport. Donc, ça, je trouve ça très intéressant parce que parfois, c'est compliqué de faire un audit de tout ce qui a été modifié ou ajouté ou supprimé. Donc, grâce à InfoRiver, vous avez cette option qui est vraiment native où vous retrouvez toutes les modifications. Donc, l'étape suivante, c'est de consolider donc toutes les données qu'on a saisies, que ce soit sur la partie vente, coût de vente, plutôt OPEX. Donc, pour consolider ou pour construire notre PNL, donc on retrouve la partie vente, coût de vente, les operating expenses, pour retrouver à la fin le net income. On peut donc comparer donc toujours les données réelles 2024 qu'on a vues avant dans la partie Sales Dashboard, qui sont des données 100% Power BI. J'insiste sur le point de vous montrer à chaque fois qu'on est dans Power BI, on saisit au sein de Power BI et on peut, si vous voulez, utiliser des données Power BI et des données InfoRiver à la fois. On peut utiliser les deux et consolider les deux dans le même visuel. Ça, c'est très intéressant et c'est très important. Donc, je peux comparer mon actuel avec mon forecast 2025. Je peux aussi avoir une colonne variance, que ce soit en pourcentage ou en chiffres, en intégrant un petit visuel ici qui me permet de voir est-ce que je suis euh, plutôt bien par rapport à mon actuel ou plutôt je suis en dépassement ou je suis plutôt je suis pas du tout alignée avec mon budget, mon actuel, pardon. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on peut faire avec plein d'autres options. En fait, vous avez beaucoup d'options de formatage, d'affichage qui sont vraiment intéressantes, mais là, on peut pas vraiment tout voir. Mais l'important ici, c'est d'insister sur le fait qu'on est dans Power BI, on saisit, on ventile la saisie, que ce soit par mois, par catégorie, sous-catégorie de produits. J'enregistre, je peux auditer toutes mes données, toutes les modifications qui ont été effectuées dans le rapport et je peux restituer toutes ces données dans un graphique Power BI. Donc, l'objectif de la prochaine étape, c'est de vous montrer le deuxième produit de l'email qui est pardon, éditable. Donc, ce produit permet en fait, de gérer des tables plates telles que des commandes, des factures. Il permet aussi de gérer donc, des dimensions, donc des référentiels tels que les produits, les clients. Donc, pour moi, ce sera une table produit qui est située dans la base de données PostgreSQL. Donc, je vais juste me connecter pour que je puisse vous montrer. Donc là, c'est bon, il est connecté. Donc, comme vous le voyez sur mon écran, ça, c'est la liste de produits qui est aussi affectée à des catégories, sous-catégories de produits. J'ai aussi des informations qui sont liées aux produits, qui sont les product managers et les couleurs. Donc, je peux faire plein de choses intéressantes ici. Donc, je peux modifier des caractéristiques des produits. Je peux rajouter des produits, comme je peux supprimer carrément des produits. Donc, je vais commencer par modifier par exemple l'information, je peux dire product ou couleur de ce produit. Donc, je peux définir cette information à la valeur red.
Donc, bien évidemment, il faut enregistrer. Donc, la valeur n'est pas enregistrée directement dans la base de données. Ça passe par un système de workflow. On va créer une demande d'insertion, de mise à jour ou de suppression. Cette demande sera traitée par une personne qui va valider ou rejeter cette demande. Donc, je vais déjà sauvegarder ma demande. Je peux rajouter une description. Je peux carrément définir une priorité. C'est une priorité low, medium ou high. Ça dépend de ma priorité, je cliquais sur sauvegarder. Donc, une fois que la demande est créée, sur la partie review, on retrouve toutes les demandes créées. Donc, là, on voit qu'il y a une demande qui est créée par moi, qui a une priorité médium et qui est active. Donc, là, je suis admin, donc je peux bien sûr valider toutes les demandes ou les rejeter. Par contre, on peut définir qui peut valider toutes les demandes de suppression, qui peut valider toutes les demandes d'ajout, qui peut valider toutes les demandes de mise à jour. Toutes ces personnes, à chaque fois qu'il y a une nouvelle demande, donc la personne concernée reçoit une notification par mail. Donc là, je vois que ce produit donc, qui est affecté à la catégorie accessories et la sous-catégorie bike ou stand, qui a une valeur de product manager à John, a une valeur de couleur demandée red. Donc, je peux approuver comme je peux rejeter. Si j'approuve, donc la valeur de cette couleur est enregistrée directement dans la base de données, donc je vais approuver. Donc, cette valeur est enregistrée directement dans la base de données. Je peux aussi ajouter des produits. Donc, vous avez l'option ici Insert. Donc, je peux décider de rajouter un produit, par exemple, Product Test. Donc, j'affecte ce produit à une catégorie. Donc, je vais affecter à la catégorie Accessories. Là, j'ai la liste de toutes les sous-catégories. Donc, je peux la affecter à cette sous-catégorie. Je peux saisir une valeur pour le Product Manager ou pour la couleur et j'enregistre. À chaque fois, il faut penser à enregistrer la demande. Pareil, je peux rajouter une description, une priorité. Donc, pareil, ça crée une demande donc, que la personne responsable peut valider ou rejeter. Et pareil pour les demandes de suppression, sachant bien que les suppressions, bien sûr, on peut garder cette option-là que pour les administrateurs, parce qu'on ne peut pas se permettre de supprimer des produits comme ça. Donc, vous avez ici l'option Delete. Mais pareil, je ne vais pas le faire, mais ça passe par le même système de workflow. Donc, j'enregistre, la demande est créée, la personne concernée est notifiée par mail et peut rejeter ou approuver la demande. Je peux carrément importer en masse donc, une liste de produits. Donc, si j'ai un fichier de tous les produits que je dois rajouter dans ma base de données, dans mon référentiel produit, donc je peux le faire directement ici tout en choisissant le type ou le mode d'import. Donc, je peux faire en insert, je peux le faire en update. Donc, ça veut dire qu'il va supprimer tous les produits et les recréer via le fichier. Je peux faire les deux, ça veut dire qu'il ne va rajouter que tout ce qu'il y a dans le fichier. Il y a aussi pas mal d'options, si vous voulez, d'affichage et de formatage. Donc, un replace, donc l'équivalent du contrôle H qu'on utilise pour remplacer plusieurs valeurs dans Excel. Donc, il y a pas mal d'options qui sont vraiment intéressantes ici. Il y a aussi des options de formatage selon des règles qu'on doit définir. Et pareil pour un River Rateback, on a une option d'audit qui est très intéressante et qui permet de tracer, si vous voulez, toutes les demandes, toutes les modifications qui ont été effectuées dans ma table produit. Donc, le produit concerné, est-ce que c'est du insert, de update? C'est quoi la colonne qui a été modifiée? L'ancienne valeur, la nouvelle, la date, la personne qui a modifié, qui a approuvé. Ça, c'est vraiment très intéressant c'est intéressant parce qu'on trace toutes les modifications, on peut retrouver toutes les modifications qui sont effectuées dans la table produit. Et donc, la dernière étape, même si j'ai déjà présenté ce tableau de bord, donc c'est le Profit and Loss, où je vais consolider et mes données donc, de vente actuelles, c'est mes données donc, que j'ai utilisées dans mon premier dashboard, donc mes données réelles, et mes données forecast, donc que ce soit pour la partie vente, coût de vente, partie salaire et OPEX. Donc, toutes ces données sont consolidées ici. Donc, je peux suivre, donc je peux comparer mon actuel, donc
et mon forecast, sachant bien que tout ce que vous voyez ici, c'est un tableau de bord classique Power BI. Donc, il n'y a pas de Info River Write Back, c'est juste du Power BI. Mais l'objectif ici, c'est de vous dire que on est dans Power BI et on peut consolider, si vous voulez, des données qui ont été saisies directement depuis Power BI et des données donc, qu'on peut récupérer via nos systèmes, donc ERP, fichiers plats, bases de données, etc. Donc, ma présentation, ma démo touche à sa fin. Je ne sais pas, Shirley, si on a des questions qui sont sur Alors le non, chat. on n'a pas eu de questions. N'hésitez pas si vous en avez. Euh, et puis, si vous voulez creuser un peu plus, évidemment, on peut vous faire des démos plus personnalisées ou répondre à vos questions même ultérieurement. Mais vous l'aurez compris, l'UML, c'est vraiment la possibilité d'avoir un EPM sur Power BI. Donc, Exactement. ça nous semblait intéressant. C'est pour ça qu'on a signé ce partenariat avec cet éditeur. Euh, et pour la petite histoire, le PDG de l'UMEL est un ancien de GDocs, justement. Donc c'est quelqu'un qui connaît très très bien le PM.